Donc, je me présente, je suis Myriam Gasnier, je suis en charge de la communication au sein du cabinet Avencor et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui. L'agenda de ce webinaire va être assez simple. Sébastien, Vincent et Gaspard vont vous présenter quelques slides sur la data science dans les achats, également des démonstrations. On va faire en sorte que tout ça reste assez court, promis, parce qu'ensuite, on va surtout prendre le temps de répondre en live à vos questions. Je vais laisser la parole à nos trois speakers, en commençant par Vincent Desportes. Bonjour à tous, merci de vous connecter. Effectivement, comme le dit Myriam, on a un agenda pour cette présentation d'1 heure qui va suivre le fil conducteur suivant. Tout d'abord, projeter des cas d'usage data science dans l'écosystème achat, comprendre quelles sont les pratiques, quelles sont les innovations en rupture et comment la data science affecte et transforme la fonction achat. Ce sera un premier thème de cette session. Un deuxième thème, c'est d'expliquer quelles sont nos recommandations, nos méthodes pour réussir le déploiement de ces cas d'usage. Et enfin, et on pense que c'est tout aussi important, vous montrer du concret, la démonstration des démos de cas d'usage qui ont été développés dans l'industrie. Comme le disait Myriam, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser des questions. On choisira soit d'y répondre en live, soit s'il y a une répétition de certaines questions, de faire des réponses groupées en fin de présentation. Il est important de vous expliquer, pour ceux qui nous ne connaissent peut-être pas encore, quel est le cabinet Avencor, quel est son positionnement et ses spécificités. Avencor est un cabinet de conseil qui est dédié aux industries, qui adresse différents secteurs industriels, tous les secteurs industriels, à vrai dire, des industries de services, des industries de manufacture et des industries de process. Notre métier, c'est le métier de la compétitivité des industriels. Et donc, parmi nos différents piliers, on a aujourd'hui la data science et l'IA, qui sont un pilier spécifique avec une équipe de data scientists qui cherchent à résoudre des nœuds industriels complexes avec la data science. On n'en dit pas plus sur Avencor, hein. L'idée, c'est d'aller dans le vif du sujet. Et avant d'aller dans le vif du sujet, on va simplement se présenter avec l'équipe. Donc, en 2 mots, donc, je suis Vincent Desportes, associé chez Avencor et justement en charge de l'équipe Data Science. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je suis Sébastien Degueldre, je suis associé partner chez Avencor. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le conseil en achat en supply chain et à ce titre, je pilote la practice au sein du cabinet. Et à mon niveau, je suis particulièrement impliqué en tant que représentant du métier, si on peut parler comme ça, dans la définition des cas d'usage qui ont émergé lors de discussions avec des clients, lors de projets et qu'on a développé donc avec l'équipe Data Science pour les rendre directement utilisables par nos clients. Et je termine le tour de table côté Avencor. Gaspard de Faumervaux. Moi, je fais partie de cette équipe de data scientists chez Avencor dont la mission est de développer des modèles sur mesure pour résoudre les nœuds industriels que l'on observe chez nos clients. Gaspard, on a souhaité, et c'est toi qui vas t'y coller, avoir une première introduction sur une notion de terminologie, la sémantique sur l'IA, terme employé par tout le monde, qui ne signifie pas forcément la même chose dans la bouche de tout le monde. Si Gaspard, tu veux bien nous introduire la terminologie. Oui, tout à fait. On va faire comme quand on était sur les bancs de l'école. On va redéfinir les termes du sujet, notamment parce qu'il y a une forte confusion entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA et la proximité sémantique avec l'IA générative. Je pense qu'il faut commencer par là pour éviter de faire un contresens. Donc, on a eu un coup de projecteur il y a quelques années sur les modèles de langage. Ça a créé une certaine illusion pour certaines personnes. L'IA, c'est de la magie, avoir une image ou un poème qui sort sur demande. C'est tellement bluffant qu'on en oublie que derrière, ce sont que des maths. Alors, l'idée aujourd'hui, pour commencer, c'est de dézoomer un peu ça pour se demander finalement, c'est quoi réellement l'IA ? Parce que l'IA, au sens propre, naît dans les années 50. Alors, ce n'était pas ChatGPT, mais globalement, les premiers modèles, ça date de cette époque-là. Et l'objectif, si on veut définir de façon la plus neutre possible l'IA,
c'est de reproduire des comportements humains. Alors, c'est quoi ces comportements humains? C'est de détecter des choses via notre vision, c'est de prendre des décisions pertinentes, c'est d'essayer de prédire ce qui va se passer dans les prochaines minutes ou les prochaines heures ou les prochains mois. Bref, un ensemble de comportements qui sont plutôt de l'ordre de l'intelligence humaine que l'on encapsule dans des algorithmes pour le faire aussi bien, si ce n'est mieux que nous. Et puis, pour faire ça, il y a un ensemble de classes de modèles qui sont nées progressivement, dont les modèles d'IA générative, finalement, ne sont qu'une petite partie et qui concentrent la plupart de l'attention aujourd'hui. Vous avez au premier ordre les modèles de machine learning. Modèles de machine learning, ce sont des modèles, c'est une classe de modèles qui s'entraînent sur un set de données pour faire deux choses. D'une part, détecter les tendances dans ce set de données-là, et d'autre part, prédire une donnée cible. En gros, quand on a tout un set de données avec plein de lignes qui sont des observations et plein de colonnes qui sont des descriptions de ces observations-là, on a une colonne target et on peut entraîner un modèle à être de plus en plus efficace dans la prédiction de cette target-là. Par exemple, si vous êtes une banque et que vous avez effectué des centaines de milliers de prêts immobiliers par le passé, vous avez un set de données qui vous donne à chacun des prêts que vous avez faits l'âge de la personne, son revenu, son genre, sa ville de résidence, la surface du bien, etc. Donc, plein de descriptions. Et puis, si cette personne-là a fait défaut ou pas. Et vous entraînez un modèle qui vous permet de prédire, lorsque vous avez une nouvelle personne qui arrive et qui vous demande un prêt, si cette personne-là va faire défaut ou non, et ça vous permet notamment de calculer son taux. Donc ça, c'est le machine learning. Ça permet de prédire des choses globalement, via des relations qui sont relativement simples entre les différentes features descriptives d'une situation. Dans ce machine learning-là, il y a une classe d'algorithmes qui est un peu plus complexe, qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, c'est quoi? C'est le même schéma que le machine learning, mais le but, c'est de prédire quelque chose avec des features qui forment une suite logique. C'est-à-dire que je veux prédire si, mettons que j'ai tout un set d'images, je veux prédire si un chat se trouve ou non représenté sur cette image-là. Je ne peux pas faire une simple régression en considérant l'ensemble des pixels de cette image-là pris de façon indépendante. Je suis obligé de considérer la relation entre les features de mon input. Et ça se fait via des réseaux de neurones. Donc, c'est une architecture un peu plus complexe qui permet de faire des prévisions lorsqu'il y a une suite logique en input. Et puis, une sous-partie du deep learning, c'est l'IA générative, où le but, c'est d'utiliser les modèles de deep learning et éventuellement d'autres choses en plus pour non plus prédire une valeur, un taux de défaut d'une personne, par exemple, dans l'exemple du prêt immobilier, mais une séquence logique. Et alors, cette séquence logique, ça peut être du texte, ChatGPT le fait très bien, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être tout ce qu'on imagine en séquence. Voilà, mais je pense que c'est important qu'on ait un peu ce paysage-là de ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui. Et puis finalement, quand on regarde cet iceberg, dans l'intelligence artificielle, qui n'est pas du machine learning, on peut considérer d'autres choses. On peut considérer notamment la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est un ensemble de méthodes mathématiques qui fait en gros une exploration combinatoire pour trouver une solution optimale lorsqu'on a un problème complexe. Problème complexe parce qu'on a beaucoup de contraintes qui s'exercent ou parce qu'il y a beaucoup de chemins possibles et qu'il faudrait des centaines de milliers d'heures ou d'années pour explorer toutes les combinaisons possibles et en choisir la meilleure si on n'était qu'un cerveau humain. Et puis, on peut aussi parler de statistiques avancées, qui est un ensemble de modèles mathématiques aussi pour tirer des analyses à partir de suites de données. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est important de bien démystifier ce qu'on appelle l'IA. On le voit ici parce que la plupart du temps, on parle que du petit chapeau qui dépasse de l'eau. Et en fait, c'est un ensemble de modèles. Et ce chapeau-là, nous, on observe, en tout cas chez Avencor et dans l'équipe de data scientists, que ce n'est pas forcément cette partie émergée qui génère le plus de valeur chez les industriels que l'on est amené à accompagner avec nos modèles de data. Et que généralement, la valeur se trouve plutôt dans la recherche opérationnelle ou dans du machine learning, on va dire, donc non génératif. Merci Gaspard. Donc, vous l'avez compris, on va se concentrer sur des applications qui relèvent pas uniquement de l'IA générative, mais aussi et surtout, en tout cas en ce qui concerne nos POC, nos cas-pilotes déployés chez nos clients, de l'intelligence artificielle qui relève plutôt de l'optimisation via de la recherche opérationnelle et des statistiques avancées. Bon, passé cette théorie, le cœur du sujet, la partie métier, c'est bien les achats. Et Sébastien, est-ce que justement tu peux faire l'ouverture
du métier achat et de sa rencontre avec la data science. Merci Vincent, merci Gaspard. Donc, on va rester un peu dans la terminologie toujours, mais très vite parce que ça, vous connaissez par cœur. Donc, si on passe sur le processus achat en lui-même, nous, on l'illustre de manière bout en bout, c'est-à-dire un processus qui va de la stratégie d'achat et incluant les prévisions de dépenses, qui est en lien avec les clients internes, jusqu'au rebouclage de la performance, donc pas seulement financière, mais aussi on-time delivery, on-quality delivery, la RSE, le de-risking. Et on y adjoint des processus transverses tels que le SRM, le contract management, le risk management. Donc, tous ces processus utilisent de la donnée, et donc c'est l'intérêt de la data science, voire il y a des échanges de données entre un processus et un autre, que ce soit à des fins transactionnelles, tactiques ou décisionnelles, comme on va le voir à travers les cas d'usage juste après. Donc, on va rentrer maintenant dans les cas d'usage et notre vision sur ces sujets en lien avec les achats. Alors, ça, c'est notre manière de représenter le paysage des cas d'usage achat. Donc, quand on parle de digital achat, pour reprendre un peu de hauteur, on imagine tout de suite de la data et l'IA, comme on l'a vu, mais historiquement, et ça vous le savez bien, ce n'était pas ça. Le digital achat, d'abord, c'était piloté par les process. Donc, on a digitalisé les étapes les plus universelles, celles qui créent de la valeur dans, on va dire, les 95% des organisations. Donc, c'est comme ça qu'on a vu émerger l'e-sourcing, le spend analysis, l'e-procurement, avec des objectifs qui étaient finalement assez simples à l'époque. Enfin, ça paraît vieux, mais c'était déjà il y a 20-25 ans. C'était standardiser, automatiser, sécuriser, gagner du temps. Avec le temps, donc, les suites se sont développées pour couvrir davantage de bout en bout, donc du besoin jusqu'au paiement, du sourcing jusqu'au contrat, dans une logique plutôt horizontale. Donc, l'idéal était de couvrir le plus de process possible dans cette chaîne. Puis, petit à petit, les éditeurs se sont lancés dans une logique plus verticale pour enrichir, se spécialiser. Ils ont ajouté des options, ils ont ajouté des modules, des add-ons, donc les enrichissements qui se sont faits dans les différentes montées de version des fournisseurs. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que les utilisateurs et les éditeurs ont compris qu'on ne peut pas être excellent partout. Et ça, vous l'avez vu aussi dans vos usages quotidiens. Parce que les éditeurs qui visent le plus grand nombre finissent par faire des compromis. Donc, soit ils sont très larges, mais pas toujours très profonds, soit ils sont très profonds sur quelques briques, mais pas bout en bout. Et c'est là que le marché a explosé. Donc, on s'est retrouvé avec du best-of briques partout. Et aujourd'hui, sur les briques telles que risque, contract, supplier data, orchestration, il y a des dizaines, voire des centaines de solutions, des startups qui viennent absolument vous vendre et viennent vous solliciter presque tous les jours. Donc, le paysage, maintenant, c'est devenu un Lego géant. Donc là, on est à la nouvelle frontière, c'est l'ultra spécifique. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un outil pour une brique, mais une réponse à un problème critique dans votre contexte. Et typiquement, ça peut être un modèle de prévision de dépenses qui intègre des drivers propres à votre activité. Ça peut être un jumeau numérique qui reproduit votre supply chain réelle, que ce soit en interne ou en externe. Ça peut être aussi des scénarios de volume et de politique de stock qui minimisent à la fois le coût de possession et le risque de rupture, comme on verra un peu plus tard. Et donc, voilà, on a illustré sur cette planche tous les cas d'usage qui nous paraissent les plus critiques, les plus spécifiques, donc dans la partie basse, et qu'on est aujourd'hui capable de couvrir en activant des briques très, très ponctuelles et qu'on maîtrise grâce à l'équipe Data Science. Donc aujourd'hui, on ne vend pas seulement des fonctionnalités, on industrialise des cas d'usage. Et dans ce monde, finalement, on se rend compte que la rareté, ce n'est pas l'outil ou la brique, c'est plutôt la donnée exploitable. Donc comment on est capable de l'intégrer et notre capacité à passer du concept au POC en quelques semaines. Et donc c'est ce nouveau terrain de jeu qui est très orienté valeur, finalement, qu'on va vous montrer aujourd'hui. Merci Sébastien. Bon, on a qu'une heure ensemble, donc effectivement, on doit aller vite, mais tu vas passer les messages. Il me semble que c'est la démultiplication des solutions, plutôt dans la logique verticale, quand jusqu'alors, on était dans des réflexions horizontales, logique bout en bout. Aujourd'hui, les cas d'usage, on imagine que chez vous, la question n'est pas de savoir quels sont-ils, mais plutôt dans quel ordre et comment procéder pour réussir à faire émerger un outil data qui soit accessible, utilisé par les équipes et surtout créateur de valeur. Alors pour ce faire,
nous, à Vencor, avons choisi un positionnement particulier qui vient finalement d'un écart, on ne l'a pas encore dit, entre les promesses de cette IA et son adoption par les industriels. Pour deux raisons. La première, c'est la distinction, et Gaspard l'a introduite, entre l'IA dite générative et l'IA des modèles d'optimisation pour créer de la valeur au-delà de l'automatisation des tâches, trouver des nouveaux chemins industriels. Et la deuxième raison, c'est devant cette multiplication des cas d'usage spécifiques, avoir une approche spécifique. Pourquoi ? Parce que les acteurs du monde du logiciel, eux, n'ont pas intérêt dans leur modèle économique à reconstruire des solutions, proposent des choses très scalables, très répétables, mais on voit des industriels qui ont du mal à les intégrer. Et on passe finalement plus de temps à adapter une donnée plutôt qu'à essayer rapidement un modèle de données. C'est le positionnement d'Avencor. 1, construire des modèles sur mesure. 2, aller vite. Vous, industriels, vous avez besoin d'aller vite pour comprendre si effectivement tel ou tel serpent de mer dans votre métier achat peut être résolu ou non avec la data. On s'engage à livrer en 10 semaines nos POC qui sont fonctionnels. C'est plus qu'un POC, c'est un outil qui dégage déjà de la valeur. Et enfin, là aussi, c'est un des éléments dimensionnants de notre positionnement, c'est l'idée que nous ne travaillons pas avec pour vous des revenus récurrents. C'est-à-dire que l'industriel est libre de s'approprier le modèle, de le customiser, de le déployer. Vous avez souvent des équipes chez vous qui peuvent gérer ce déploiement. Donc, notre valeur, c'est faire du spécifique, aller vite. Et au titre de cette transformation des achats, on va passer du temps désormais avec non plus de la théorie, mais des cas pratiques, 3 cas pratiques que nous avons déployés chez nos clients et que nous allons vous présenter. Donc, sur les 3 cas pratiques, avant d'aller à une démonstration pour le 3e de ces cas, Sébastien, si tu peux nous présenter le premier sujet qu'on a appelé fil. Alors, le premier sujet qu'on appelle fil, c'est un cas d'usage qui est dédié à l'optimisation des réapprovisionnements en temps quasi réel, avec pour objectif de minimiser le coût total d'achat et de possession tout en intégrant les risques supply. Alors, on s'est rendu compte à travers nos différentes missions que le sujet était clé parce que le réappro, c'est la première décision qui fait monter les coûts dans toute la supply. Dès qu'on décide quand et combien commander, parce qu'on déclenche une cascade d'impact. Donc, on déclenche le coût de passation et de traitement des commandes. On déclenche le transport, le stockage, donc le cash immobilisé, les coûts de rupture. Si on ne commande pas assez, on va avoir des arrêts, des pénalités, toutes les conséquences désagréables avec nos clients. Et enfin, un coût qui est souvent sous-estimé, c'est le coût du risque quand la supply chain est instable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les coûts, intéressant et complexe, c'est que tous ces coûts tirent dans des directions opposées. Parce que si je commande très souvent en petite quantité, je réduis mon stock, mais j'augmente les coûts de traitement et parfois le transport. Si je commande en gros lot, je baisse ma fréquence, mais j'explose mon coût de possession. Et si je me trompe, la rupture peut coûter très cher. Donc, l'enjeu, c'est de trouver l'optimum du coût total et pas un optimum local. Donc, Phil part d'un constat, c'est que dans beaucoup d'organisations, la stratégie de réappro est encore très statique, car elle est pilotée dans l'ERP avec des paramètres figés, donc les lot size key, les points de commande, les stocks de sécurité. Et les paramètres sont alimentés par des données moyennes qui sont mises à jour peu fréquemment. Donc, le résultat, c'est que c'est robuste parce que c'est dans le moteur de l'ERP, mais c'est peu sensible au changement de la réalité. Donc, la volatilité de la demande, la variabilité des lead times, la fiabilité des fournisseurs, les tensions logistiques, etc. Donc, nous, ce qu'on propose avec Phil, c'est de passer à une logique dynamique et pilotée par l'IA avec 3 idées simples. C'est de mieux prévoir avec une prévision enrichie par des features, donc pas seulement l'historique, mais aussi des facteurs qui expliquent la demande et les variations. L'optimisation des paramètres, donc les points de commande, les stocks de sécurité, les tailles de lot, de manière continue en prenant en compte la criticité des pièces, les objectifs de service et la variabilité réelle. Et puis, tester des scénarios. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit une boîte noire, on veut un modèle qui soit paramétrable pour pouvoir faire des stress tests et d'arbitrer entre coûts, services et risques. Donc, si vous connaissez bien ce sujet, vous voyez tout de suite les bénéfices, c'est-à-dire qu'on a un premier bénéfice qui est de la perf, c'est-à-dire qu'on peut réduire le stock total tout en maintenant, voire en améliorant l'OTD.
Donc, sur des périmètres, on vise des ordres de grandeur entre 10 à 30% de réduction de stock, 1 à 3 points de service en plus, et en plus, une baisse des expéditions urgentes et des surcoûts du freight avec moins d'obsolescence. Le deuxième bénéfice, c'est l'efficience interne. Donc, quand les paramètres deviennent dynamiques et cohérents, on passe moins de temps à faire le pompier et donc à retoucher des paramètres à la main. Et donc, on réduit tous ces effets de bord de firefighting. Donc, il y a moins de décisions ad hoc, moins d'urgence, et puis plus de standardisation dans les décisions. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est le de-risking. Donc, ça permet de mieux anticiper les ruptures en intégrant explicitement les variations de lead time, en intégrant la fiabilité fournisseur, en intégrant les signaux de risque. Donc, on a une meilleure visibilité sur notre exposition au risque, sur les SKU critiques, et on peut mieux sécuriser évidemment la quantité d'activité. Donc, le ROI, évidemment, qui en découle, ça dépend de vos paramètres. Et donc, mais en général, on est sur des horizons de type payback inférieurs à 6 mois, selon le niveau d'intégration de périmètre. Voilà, j'en dirai pas plus sur Phil. Et je passe la parole à Merci Sébastien. Ensuite, toujours sur notre fonction achat, aux bornes de cette fonction, le sujet des capacités logistiques. Quel industriel ne s'est pas un jour posé la question de savoir si son empreinte logistique en termes d'espace de stockage, en termes de navettes, en termes de réseau de transport était à la fois capable et aussi la plus performante pour assumer une charge logistique, c'est-à-dire une activité industrielle. C'est une question que nous a posée, ou en tout cas nous a demandé de résoudre avec l'IA et la data, un industriel de la défense qui a posé finalement 2 questions. 1, la performance de ces chaînes logistiques et 2, la capacité de ces chaînes logistiques de manière prospective, c'est-à-dire en considérant des scénarios commerciaux, une activité en l'occurrence de ramp-up, c'est le contexte de l'industrie de la défense, et de répondre à la question, suis-je capable d'absorber efficacement ma charge logistique? Le premier exercice consiste finalement à regarder plus loin que l'OTD, l'on-time delivery de la fonction logistique, et de savoir, en analysant l'ensemble des transactions physiques et informatiques dans des logiciels ERP, d'aller détecter des mouvements erratiques. Qu'est-ce qu'un mouvement erratique? C'est un mouvement notamment d'une pièce qui va se perdre dans les stocks, c'est-à-dire on vient détecter des patterns de pièces qui, une fois avoir été déclarées en stock, ne subissent plus de mouvement. Ce sont des pièces qui, de manière récurrente, par famille de pièces, par nature de mouvement logistique, ont tendance à toujours revenir après avoir été envoyées chez un fournisseur pour subir une étape intermédiaire ou même en aval de la logistique. Ou encore des pièces qu'on vient perdre chez les fournisseurs. Bref, l'idée ici est de construire un algorithme qui reconstitue l'ensemble des chemins pris par les pièces et qui statistiquement va être capable de détecter des mouvements erratiques, de non-performance et de donner accès à des fonctions achat et logistique à des mouvements et des patterns de non-performance. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice qui a été mené, c'est un exercice de modélisation de la capacité d'une empreinte supply chain à tenir des scénarios commerciaux. Là, c'est un exercice où il faut venir décomposer l'ensemble de la sollicitation industrielle, de traduire cette solution industrielle en charge logistique, c'est-à-dire que si on fait des produits, tel produit va être stocké selon tel appel de charge, quelle est l'unité d'œuvre logistique associée à chaque produit pour, à la fin, consolider une charge logistique en disant, si aujourd'hui j'ai 20 000 m² de stockage, de combien de stockage j'aurai besoin demain pour assumer tel ou tel scénario? De combien d'ETP, inbound, outbound, j'aurai besoin pour assumer mes flux de réception et d'expédition? Et donc, cet industriel nous a demandé une étude pour modéliser, étant donné son business, l'évolution de sa charge logistique pour ensuite déduire quelle serait la meilleure empreinte. Et là, le modèle,
on est avant tout des industriels, des consultants spécialistes de l'industrie. Donc, on fait en sorte que le modèle, il parle à l'industriel. C'est-à-dire que notre modèle, il vient aussi simuler, selon nos différents scénarios d'évolution de l'empreinte industrielle, quels vont être le coût de ces évolutions d'empreinte en termes de CAPEX, quels vont être les coûts de fonctionnement d'OPEX, et puis on peut venir évidemment modéliser un taux de service. Bref, le modèle data n'est pas une fin en soi dans ce cas d'usage-là, c'est un cas d'usage orienté étude pour aider une direction générale à prendre une décision éclairée avec des chiffres économiques, des chiffres de performance taux de service pour faire de la prospective quantifiée, modélisée. Voilà notre cas Flow, qui était le cas numéro 2. Et on va passer au cas numéro 3, vous allez voir dans un tout autre domaine, mais toujours achat, va être présenté par Gaspard. Alors, je prends la main sur le troisième. Pour le troisième cas d'usage, on est dans le monde du luxe pour un acteur qui vend des parfums et qui donc achète des flacons en verre. Et un grand nombre de flacons en verre et tous très différents. Et puis au milieu de ça, on a des acheteurs donc, qui regardent la masse des flacons achetés par le passé et puis qui se disent mais en fait, je ne comprends pas pourquoi des flacons qui semblent si proches en termes de design, en termes de description, de poids, d'éléments décoratifs, pourquoi leurs prix sont si différents. Et il doit y avoir des opportunités pour renégocier avec mes fournisseurs de flacons. Donc, on avait les données suivantes. On avait pour chacun des flacons achetés dans le passé, son poids, la quantité achetée, le fournisseur en question, avec sa localisation, la date d'achat, le taux de matière, donc de verre recyclé, et puis une donnée clé qui était le nom du fichier 3D correspondant à ce flacon-là. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un fichier 3D, c'est une mine d'informations, parce que c'est un ensemble de points dans l'espace et donc on peut en tirer tout ce qu'on veut. On peut notamment traduire de façon chiffrée la complexité d'un design. Et donc, globalement, ce qu'on est venu faire, c'est agrémenter le set de données qu'on avait initialement, qui décrivait uniquement le poids, le fournisseur du flacon, etc., par tout un ensemble de données qui traduit en quelque sorte la complexité du design du flacon. Parce qu'on se disait, en constituant une telle base de données-là, une telle base de données, on va pouvoir savoir ce qui fait le prix d'un flacon qu'on achète. On va pouvoir s'en servir pour deux choses. D'une part, entraîner un modèle qui permette de prédire un prix à partir d'un design de flacon. Et via ça, on va pouvoir aller renégocier avec les fournisseurs pour lesquels le prix prédit est inférieur au prix auquel on l'a réellement acheté dans le contrat. D'autre part, identifier les proximités entre les différents objets, entre les différents flacons, pour éventuellement rationaliser la gamme et aller documenter ma renégociation avec le fournisseur. Si jamais je viens vers un fournisseur et que je lui dis je paye ça trop cher, je ne vais pas avoir beaucoup de poids. Si je vais le voir en lui disant je paye ça trop cher et voilà l'ensemble des points, donc l'ensemble des flacons qui ressemblent très 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 fortement à ce flacon-là et je les paye à tel prix, ça a plus de poids. Et troisièmement, on se dit une fois qu'on a réussi à entraîner un modèle qui vient prédire le prix d'un flacon compte tenu de son 3D, donc compte tenu de son design, on peut s'en servir pour les nouvelles sorties de produits, en quelque sorte pour créer un outil de RFQ automatisé et donc extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que le vrai processus de RFQ. Ça nous permet notamment d'aller sélectionner les 2-3 suppliers qui sont les plus pertinents pour le flacon en question et d'arrêter d'interroger la base entière de fournisseurs que j'ai à disposition. Voilà globalement la présentation du cas avec des mots, mais les images parlent un peu plus que les mots, donc je vais commencer par une démonstration. Là, le temps que Gaspard affiche la démonstration, donc on est dans une application qui a été, comme on le disait en introduction, c'est important, c'est un des points forts de notre positionnement, qui a été construite sur mesure avec l'aide des équipes. Les résultats qui vont être affichés
la manière de considérer les analogies entre les objets de cette commodité. Tout le modèle, il a été construit itérativement avec les équipes et vous allez voir une interface qui a été construite en une dizaine de semaines. Je prends un exemple d'un des flacons. Je veux simplement vous montrer dans un premier temps ce que fait l'algorithme à partir de 3D. Donc là, vous avez un flacon en 3D qui apparaît. L'algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il vient scanner l'intégralité de ce flacon-là. Comment il fait? On vient placer un point au milieu du fichier 3D et on irradie dans toutes les dimensions de l'espace, de sorte à aller taper les différents murs qu'il y a autour de ce point d'irradiation-là et aller reconstituer un scanner de la pièce. De ça, on peut tirer plein de choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de tirer les potentiels facteurs explicatifs de la complexité du design. C'est quoi ces facteurs? Ça va être les niveaux d'invariance par rotation, parce que le moule derrière va être plus ou moins complexe et donc le flacon risque de coûter plus ou moins cher selon ces invariances-là par rotation. Pareil pour les symétries, pareil pour le type de bouchon, est-ce que c'est vissé ou est-ce que c'est plugué. Pareil pour les inversions de concavité et de convexité du flacon en lui-même, parce qu'une forme simple d'une bouteille versus une forme très alambiquée d'un diamant, par exemple, ça ne va pas avoir la même complexité à produire et par conséquent, pas le même prix. Et il y a un facteur en plus, et on le voit sur la droite ici, c'est notamment est-ce qu'on a une sorte de paroi intermédiaire à l'intérieur, ou est-ce que le parfum est directement contenu dans un seul mur, on va dire. Voilà, globalement, la première analyse qui est faite. On prend les 3D, qui sont une mine d'or de données, et on en extrait un certain nombre de données structurées pour l'intégralité des flacons qu'on a achetés par le passé. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'à partir de toutes ces données-là, on vient en déduire, on vient entraîner un modèle qui permette de prédire leur prix. Ça donne la chose suivante. Vous voyez sur la droite le graphique. On a le prix prédit versus le prix auquel on l'a réellement acheté. Ça permet de faire quoi? Ça permet de se dire, compte tenu de ce que le modèle me donne en shoot cost comparé au prix auquel je l'ai acheté, s'il y a un écart, il peut y avoir une opportunité. Donc, si le prix auquel je l'ai acheté il est trop haut par rapport au prix prédit, eh bien, il doit y avoir matière à renégociation avec mon fournisseur. C'est ce qu'on note ici. On a les différentes opportunités qui sont sélectionnables, Et donc, si on en sélectionne une en particulier, on voit que le point rouge ici, il est sous la bissectrice, qui nous donne l'information que le prix prédit, il est en dessous du prix auquel je l'ai réellement acheté. Ça correspond à une opportunité, compte tenu de l'écart de prix et des volumes que l'on a achetés avec ce fournisseur-là pour ce flacon-là. Et autour de ce point-là, si je représente dans l'espace multidimensionnel des features décrivant un flacon, je peux regarder quels sont les différents flacons qui y ressemblent beaucoup au regard du poids de verre, du taux de verre recyclé, du nombre d'inversions de la paroi, du ratio de symétrie ou d'invariance par rotation. Bref, tous ces éléments-là, ils peuvent me permettre de créer un cluster autour d'un point donné pour venir documenter cette opportunité-là. Et là, j'ai l'intégralité des différents flacons qui ressemblent fortement à celui que je viens de sélectionner. Ça me permet de retourner vers mon fournisseur et de dire, voilà l'ensemble des flacons que j'achète par ailleurs, qui sont exactement les mêmes que ceux que je t'achète à toi. Et donc, je peux renégocier. Voilà. Ça, c'est une façon simple de présenter les choses. Et donc, un tel modèle, et on l'a dit juste avant, il permet certes d'identifier des opportunités, de les documenter en faisant un clustering autour d'un point qui nous paraît non pas aberrant, mais en écart par rapport à ce qu'il devrait coûter, mais également et surtout pour les produits qui vont être lancés, d'avoir une première estimation automatique du prix auquel on va l'acheter et de ce prix-là en fonction des différents fournisseurs, ce qui nous permet de faire une présélection de fournisseurs, donc une forme de RFP accélérée. Ça peut aussi nous permettre, si on tire le trait, d'identifier quelles sont les modifications de design qui vont avoir un impact sur le prix auquel je vais acheter les flacons.
parce qu'on pourrait imaginer que dès lors qu'on change un petit peu le design, on explore de quelle façon le prix prédit par le modèle vient varier. Et donc, on peut faire une modification sur le design et se rendre compte que ça fait exploser le prix, ou à l'inverse, se rendre compte que si je fais telle modification, en réalité, ça fait baisser mon prix. Donc là, Gaspard, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est à la fois un outil qui est destiné aux achats, mais ça peut être un outil destiné aux ingénieurs de développement pour faire de la conception à coût objectif. Exactement. Pour les achats, il y a deux impacts. Un, accélérer le processus de RFP, et deux, renégocier les contrats que j'ai déjà faits. Mais effectivement, ça peut aussi servir à tous les designers pour faire de la conception à coût objectif. L'impact en termes d'économie pour cet industriel? Alors, les économies d'achat en renégociation, c'est de l'ordre de 5% de la commodité sur les gros volumes dont on parle là. Et en termes de contraction du temps de RFP, on estime à environ 30% la réduction du temps de RFP généré par le fait d'avoir une présélection de fournisseurs et une estimation préalable des prix dès l'étape du design du flacon. Donc de la vitesse et du gain sur les coûts récurrents. Exactement. OK. Myriam, côté équipe data et métier, on en a terminé avec la présentation. On a voulu être succinct pour laisser du temps aux questions. On te laisse peut-être animer cette session. On a déjà une ou deux questions qui sont arrivées. Je vais vous poser la première et après je vais faire le tri un petit peu dans ce qui nous a été posé comme question. Est-ce que tout ce que vous avez présenté nécessite d'avoir des données de qualité? Est-ce qu'il y a un prérequis sur la quantité ou la qualité de données nécessaires? Gaspard, tu veux répondre? Je vais dire que ça dépend des modèles. On a vu qu'il y avait un certain nombre de classes de modèles différentes qu'on a présentées au début. Pour ces modèles-là de machine learning notamment, ça s'appuie sur tout un set de données passées. On vient d'en faire une démonstration, c'est le cas notamment du cas où on vient prédire le coût des flacons. Il faut s'appuyer sur une base de données passée pour entraîner le modèle à prédire un coût. En revanche, il y a toute une classe de modèles, et c'était le cas des deux premiers, Phil et Flo, pour lesquels ce sont majoritairement des modèles d'optimisation. Et là-dessus, il n'y a pas besoin de données préalables, il n'y a pas besoin d'entraîner un tel modèle. Ce sont des modèles qui font de l'exploration combinatoire. Par conséquent, le travail majeur consiste à représenter dans un environnement virtuel l'ensemble des contraintes qui s'appliquent sur le système. Le système étant une supply chain ou des contraintes achats, etc. Mais ça, c'est des données qu'on vient générer, qu'on vient coder. Ce ne sont pas un ensemble de données d'observation passée. Voilà. Donc, la première réponse, c'est ça dépend du modèle et ça dépend du use case. Mais la deuxième réponse, et c'est généralement ce qui nous est présenté ou donné par nos clients, c'est la donnée. Alors, j'en ai, mais elle n'est pas propre. J'ai l'impression qu'elle n'est pas fiable. Donc, j'ai commencé un grand chantier de mise à plat de l'ensemble de mes données pour qu'elles deviennent plus fiables et que les gens saisissent bien les bonnes données aux bons endroits. Et généralement, là-dessus, on répond une chose qui nous paraît pertinente, c'est finalement, si on ne travaille pas à rendre cette donnée intelligible ou à la valoriser via un modèle, la cause racine de non-fiabilité de ces données-là ne sera jamais résolue. Donc, dit de façon plus simple, c'est appuyons-nous sur ces données, si non fiables soient-elles, pour créer un modèle, et les inexactitudes données par l'output du modèle vont pousser les gens par réflexe à créer de la donnée fiable pour ce modèle-là. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Vincent. Non. Merci, Gaspard. J'ai une ou même deux questions sur les outils. Il serait intéressant que vous précisiez de quels outils IA vous parlez, vous utilisez. S'agit-il d'applications tierces, ChatGPT, Gemini, Claude, etc. ou bien des outils développés en interne? Et si ce sont développés en interne, je fais le lien avec une autre question, où est-ce qu'on peut trouver vos solutions? Ok, je réponds à la première question. Sur les outils que l'on utilise, étant donné que les solutions qu'on a été amené à développer ne sont pas des solutions d'intelligence artificielle générative, donc on vient générer une séquence, notamment un texte pour répondre à des questions
d'opérateurs sur le terrain ou d'acheteurs qui se posent des questions et qui veulent une réponse textuelle. Ça, c'est pas notre métier. Nous, on fait des modèles qui permettent de prédire, qui permettent d'optimiser, mais c'est pas du langage et c'est pas de l'image. Donc, on ne s'appuie pas sur des modèles tierces et on les développe plutôt sur mesure en partant du besoin client. Ça répond à la première question. La deuxième question, c'est où est-ce qu'on trouve nos solutions? Ça fait un peu le lien, je vais être redondant, mais on part systématiquement, et Vincent l'a présenté au début, du besoin client et ça nous amène à développer des outils qui sont sur mesure. Vous l'avez vu pour la démonstration, ce qu'on vous a présenté, c'est une solution qui s'adapte parfaitement et exactement aux besoins du client qui nous a demandé, qui nous a mandaté pour coder cette solution-là. Et puis, si c'était un autre client, même si c'était dans le même secteur, il n'aurait pas les mêmes besoins, il n'aurait pas les mêmes contraintes, il n'aurait pas ni le même besoin en termes de modèle, ni le même besoin en termes d'interface. Et par conséquent, notre positionnement et notre valeur, elle est de faire quelque chose de sur mesure. Et donc, les solutions qu'on développe, ce n'est pas des solutions sur lesquelles on vient vendre une licence pour tel acteur ou tel client mensuel. C'est une solution qu'on développe sur mesure pour eux et que l'on livre à nos clients. Merci Gaspard. Une question d'Éric. Avez-vous traité ou été sollicité déjà pour des cas d'usage d'achat non récurrent, raw capex, OPEX, one shot, achat projet unique par exemple? Oui, la réponse est oui. Nous avons été sollicités plusieurs fois sur des sujets de CAPEX en prenant l'angle de la question du dimensionnement des CAPEX. Vous avez finalement deux sujets, c'est est-ce que j'achète au bon prix, excusez-moi, et est-ce que l'usine, l'asset industriel a la bonne dimension? Et là, les modèles data science peuvent aider à faire du dimensionnement d'extension, donc brownfield, ou de nouveaux sites industriels, greenfield, avec des modèles qui sont capables d'optimiser un layout considérant des données d'entrée business, un certain nombre de ressources, un niveau d'automatisation des machines. Et donc, la data vient accompagner sur des phases amont pour faire du dimensionnement. On a accompagné récemment un industriel rang 1 aéronautique qui voulait construire un dossier d'investissement pour un go-to-market, c'est-à-dire se positionner sur un nouveau marché. Il avait besoin d'un nouvel asset industriel. Et donc, avec la data, on vient dimensionner au plus juste. On fait aussi des stress tests, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se doter d'un outil qui permet de simuler différents cas de charge et de regarder finalement quels sont des seuils ou l'influence de paramètres business, techniques sur des considérations CAPEX, OPEX, TRI, c'est-à-dire rentabilité de l'investissement, étant donné des scénarios business. Donc, la réponse est oui, à la fois des outils pour faire du quotidien, du récurrent, et aussi des approches études one-shot pour des CAPEX. Et pour compléter, ce cas d'usage intégrait aussi de la notion de TRI et la notion de ROI à partir de la durée de vie du bâtiment, c'est-à-dire combien pourrait coûter l'OPEX et permettre de faire des arbitrages entre le montant d'investissement et le coût d'utilisation et d'exploitation du bâtiment, ce qui revient aussi à minimiser des surfaces ou des puissances installées, etc. Donc vraiment, c'était un cas d'usage très couvrant de l'investissement et derrière de son utilisation. On a une nouvelle question. Arthur, comment s'y retrouver dans tous les outils qui existent, type Databricks, Palantir, Microsoft, Itaku, et surtout comment faire le classement des use cases et sélectionner le meilleur outil pour chacun de nos besoins? Qui s'y colle? Ouais, je peux m'y coller de façon très brève, mais je vais avoir l'impression de faire Père Castor et de me répéter un peu lourde. Le besoin, il faut partir du besoin. Et donc, les outils existants peuvent être très bien dans certains cas d'usage et parfois ne pas convenir à la spécificité de votre empreinte, de vos contraintes. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, il faut partir sur des outils sur mesure. Pardon, mais ce qui est important dans les approches outils sur le comment, et c'est ce qu'on fait avec Avencore, c'est que pour que votre approche fonctionne, il faut que vous n'ayez pas d'un côté le métier qui émette une spec,
qui envoient la spec aux codeurs, qui ensuite vont développer l'outil en chambre, qui soit sur mesure, qui soit sur étagère, et vont revenir avec une solution. Il est fondamental qu'au T0 du projet, il y ait un dialogue entre l'industriel, le métier, et les développeurs, qui soient internes, externes, etc., et qu'il y ait un développement itératif. Mais pas itératif par à-coup. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se retrouver dans 3 mois, dans 6 mois. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, et c'est une clé de succès de nos développements, c'est d'avoir des boucles courtes. On parle de 10 semaines, donc une semaine toutes les semaines pendant 10 semaines avec notre équipe de data scientists qui parle le langage du métier et le métier. Donc, au sujet du comment, à la fois dans la sélection des cas d'usage, dans les business cases et dans le développement de l'outil, il faut bien que vous poussiez dans vos organisations pour qu'il y ait un dialogue, un échange, une dynamique métier-data au T0 du projet et de manière continuelle du cadrage au POC, au passage à l'échelle. On n'a pas de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter, Gaspard, Vincent, Sébastien, avant qu'on clôture cette session et qu'on laisse nos participants aller déjeuner? Effectivement, on peut en synthèse insister sur au moins 3 choses et je vous laisserai compléter, messieurs. Les chatbots, les LLM, les applications ChatGPT, Maison ou Copilote ne sont qu'une petite partie du potentiel qu'offre l'IA pour transformer vos processus. Premier élément. Le deuxième élément, aller vers du spécifique. Vos métiers sont spécifiques, l'industrie est spécifique, souvent trop complexe pour qu'une solution générique dans les industries de services puisse s'appliquer à votre périmètre. N'ayez pas peur du spécifique. Il est productif et pas contre-productif dans cette approche. Et enfin, et c'était le dernier élément sur lequel nous insistions, ne considérez pas une relation client-fournisseur entre ceux qui vont adapter, construire cet outil et ceux qui l'utiliseront. C'est encore plus important que dans n'importe quel projet dans une organisation industrielle que d'avoir un dialogue et mieux, des gens qui codent et qui comprennent vos problématiques métiers. Voilà, ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vérifie juste avant de partir qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Non, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup à tous pour votre attention, pour être restés avec nous à cette heure complètement imbue pendant 50 minutes. J'espère vous dire à très bientôt. Vous allez recevoir dans quelques petites minutes un petit sondage de satisfaction. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à le remplir. Nous, ça nous aide pour les prochains webinaires qu'on espère nombreux. On vous envoie les slides très rapidement et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.